Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Monsieur Jean-Claude Baende Etafé Eliko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, monsieur Alain. Bienvenue à Radio Okapi. Pour mieux faire, merci. Nous allons nous entretenir avec vous pendant près de 25 à 30 minutes pour vous poser pratiquement les grandes questions que le Congolais se pose autour de votre candidature, les motivations. Nous allons un peu aller dans tous les domaines sécuritaires, économiques, politiques. Et cette interview est co-animée avec ma collègue Cynthia Bachizi. Bonjour Alain, bonjour Monsieur Baende. Bonjour madame Cynthia. Alors pour commencer, monsieur Baende, voudriez-vous nous dire pourquoi vous briguez la magistrature suprême pour les 5 prochaines années en RDC? Merci, monsieur Alain. Je suis parti d'un simple constat, une réflexion sur le fonctionnement de la société congolaise. Et je me suis dit, la vie quotidienne du Congolais constitue tout un projet de gouvernance. Et c'est pour cela je suis parti du questionnement de chaque jour des Congolais. Que demandent les Congolais au gouvernement? Les Congolais, aujourd'hui, dans sa situation réelle, demandent à ce que les Congolais demandent la fin de la guerre à l'Est. Nous vivons aujourd'hui dans un pays dont la partition est pratiquement consacrée. Il y a une bonne partie du territoire national qui est entre les mains de rebelles. Et jusque-là, l'État continue à tantonner. Les Congolais demandent simplement à ce que nous retrouvions l'unité nationale. Parce que le tribalisme a repris surface et le Congolais ne sait plus à quel sens c'est voué. Vous n'êtes plus le bienvenu dans certaines parties du territoire national. Et le Congolais veut avoir une police qui s'occupe de lui, une police responsable, police de proximité. Le Congolais veut une armée efficace, une armée qui peut faire face à toutes les attaques dans nos frontières. Le Congolais veut voir son enfant aller à l'école et dans de bonnes écoles, être formé par de bons enseignants. Et les Congolais veulent aujourd'hui qu'une fois son enfant est malade, il faut qu'il arrive à le faire soigner. Voilà autant de questions que les Congolais se posent, son déplacement, son pain quotidien. Et il n'arrive plus à manger à sa faim. Et tout cela, ça fait l'objet de réflexion. Je me suis dit, en tant que Congolais, il faudrait que je puisse agir. Agir, évidemment, parce que j'ai une expérience de la gestion d'une grande province qui avait la taille de certains pays frontaliers, pour ne pas les citer, le Rwanda, le Burundi, la grande province de l'Équateur a une dimension aussi vaste que la République centrafricaine, la République française, et encore plus loin que le Gabon. Je me suis dit, il faut que je puisse apporter mon expertise à répondre aux préoccupations des Congolais. Qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, le Congolais a perdu confiance en lui-même. Le Congolais a perdu confiance en lui-même et confiance en République démocratique du Congo. Le Congolais a perdu sa dignité d'homme. Et le Congolais, aujourd'hui, il a perdu l'espoir. Et je voudrais que, avec mon avènement, que je puisse faire vivre aux Congolais, que nous puissions vivre ensemble l'espoir de retrouver un jour un pays meilleur. Voilà pourquoi, analysant la vie quotidienne des Congolais, je me suis dit, il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour que nous ayons un pays qui fera beau vivre. Nous devons préparer, n'est-ce pas, pour les générations futures, prendre des dispositions dans tous les domaines. Voilà pourquoi je me suis engagé dans cette course à l'élection présidentielle. Alors, Monsieur Baende, vous énumérez plusieurs préoccupations des Congolais. L'une des grosses préoccupations aussi aujourd'hui dans la bonne conduite de l'État, c'est la bonne gouvernance.
Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes en termes de bonne gouvernance. Quand on voit des rapports, des classements à l'international, la situation est vraiment très peu reluisante. Qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir changer de paradigme? Madame, je suis d'avis avec vous, et nous vivons nous tous dans cette situation. Dans cette situation où le pays est mal classé, mal coté à l'international comme au niveau national. Et tout cela a été orchestré par plusieurs décennies de gouvernance où les responsables n'avaient plus le sens de l'État. Les responsables, dirigeants politiques, voudrais-je dire, ont perdu le sens de l'intérêt collectif. Le plus important pour le dirigeant congolais aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel. Vous êtes nommé quelque part, vous voulez d'abord vous servir que de servir la nation. Et pour se servir, qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place plusieurs mécanismes, dont la corruption, qui aujourd'hui gangrène la société congolaise, et également des mots qu'aujourd'hui qu'on attend de manière impunie, comme la rétrocommission, les antivaleurs qui ont pris surface sur le fonctionnement de l'État. Et c'est là, moi, je me dis, si nous voulons retrouver notre grandeur, que le Congo puisse retrouver sa grandeur, il nous faut d'abord revenir sur la transformation de la mentalité. Comment vous allez vous y prendre? Eh bien, madame, nous allons, au départ des écoles, nous, à notre génération, on a connu dans les écoles les programmes même de l'éthique dans l'école, les programmes de la religion, les cours de religion, les cours de morale. Nous avons vécu dans cette ambiance-là. Mais malheureusement, l'applicabilité de tout ce que nous avons acquis comme connaissance dans le cadre de la morale, de l'éthique, de la religion, beaucoup aujourd'hui ont perdu. Il suffit simplement d'insister. Alors, pour remettre le pays sur le rail, sur la bonne gouvernance, moi je crois qu'il n'y a qu'une seule recette. Il faut que la loi puisse agir dans toute sa rigueur. Celui qui a volé, il faudrait qu'il soit sanctionné et de bonne manière. Ce n'est pas qu'on a volé, on a détourné l'argent de l'État, on passe un passage éclair dans la prison centrale de Makala ou dans une autre formation pénitentiaire, et au bout de quelques jours, on est libre sans remords. Sans remords. Moi, je crois que si le Congo continue sur cette piste, nous allons perdre l'essentiel de la gouvernance, de la bonne gouvernance telle que nous vivons dans notre pays. Le Congo aujourd'hui a vraiment la priorité de remettre la bonne gouvernance dans le cadre des priorités de la gestion d'un État moderne. Monsieur Bayende, qu'est-ce que vous répondez à certains de vos détracteurs qui pensent que vous avez été gouverneur de la grande province de l'Équateur, vous l'avez dit, mais qui pensent que votre gestion n'a pas été exemplaire, et aujourd'hui vous parlez de bonne gouvernance, n'est-ce pas contradictoire? Qu'est-ce que vous leur répondez? Monsieur Alain, ma gouvernance à l'Équateur n'avait rien à voir avec la mauvaise gouvernance, si vous permettez. C'était plus le problème des conflits politiques. Parce que l'Équateur était une province classée comme province d'opposition. Et quand j'ai pris mes responsabilités à la tête de la province de l'Équateur, il y avait un gouvernement, la majorité présidentielle, dirigée par le président Kabila, et il y avait la province de l'Équateur qui pensait qu'il fallait rester dans l'opposition. La plupart des députés qui étaient élus étaient issus des partis de l'opposition, les députés provinciaux. Et il fallait que je puisse mener une politique pour faire voir aux Équatoriens que nous n'avons qu'un seul président de la République, nous n'avons qu'un gouvernement central. Il fallait que la province de l'Équateur puisse se rapprocher du gouvernement central pour que nous puissions bénéficier de la même manière que toutes les provinces qui étaient dirigées par les gouverneurs issus de la majorité présidentielle, dont le programme de 5 chantiers était en exécution. Dans ces provinces-là, les programmes de la modernité étaient en exécution, mais à l'Équateur, c'était à pas de tâtons. Et moi, je me suis dit, il faudrait que je fasse cette ouverture politique. Mais cela ne pouvait pas plaire à tout le monde. Cela ne pouvait pas plaire à tout le monde, ce qui fait qu'il y avait
des tensions politiques. Mais ça n'avait rien à voir avec la gouvernance ou sur le détournement de finances publiques, la corruption, les antivaleurs telles que je venais de décrier ici. Aujourd'hui, la RDC fait face à plusieurs foyers de tension, notamment dans l'Est. Et aujourd'hui, on a un front ouest en ce qui concerne l'insécurité avec les Mobondo et tout ce qui s'ensuit. Jean-Claude Baende, élu président de la République démocratique du Congo, que ferait-il pour mettre fin à cette situation d'insécurité généralisée? Monsieur les journalistes, j'ai vécu également la même situation dans la province de l'Équateur. Vous vous souviendrez, pendant que j'étais gouverneur, un jour des Pâques, le rebelle de Enyele sont entrés dans la ville de Mbandaka. Je me trouvais ici à Kinshasa et je me suis dit il fallait être à côté de mon peuple. Ça veut dire que le commandant suprême, dans des situations de guerre, devait être aux côtés de son peuple. Non seulement le peuple qui n'a pas d'armes, mais surtout aux côtés de ceux qui se battent quotidiennement pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Et quand je suis arrivé à Mbandaka, sous les balles, à l'aéroport de Mbandaka, ça crépitait de partout. Le jour où je suis arrivé à Mbandaka, je suis rentré, le même jour où les rebelles ont occupé la ville de Mbandaka, c'était le fait de ferveur partout, parce que la population s'était rassurée que le chef est là, il va donner des réponses. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où l'autorité de l'État est en berne. Il y a une crise totale de l'autorité de l'État. Et la situation que nous vivons de l'insécurité vient du fait qu'il y a aussi beaucoup de complicité à l'interne. Mais évidemment, nous sommes attaqués par les pays voisins, mais il faudrait également dénicher dans notre propre pays qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là. On en arrive là. Parce que si le pays qui nous attaque n'a pas de répondants à l'interne, je pense que leur entreprise ne serait vouée à l'échec. Et parce que les Congolais, nous sommes nous-mêmes complices de la situation pour que nous puissions nous faire des fortunes sur le sang des Congolais, je pense que c'est cela le problème. Alors, moi, commandant suprême, pour mettre fin à l'insécurité qui s'est vue à l'Est et même aujourd'hui à l'Ouest, il n'y a pas que là. Je rentre d'un voyage de Kisangani, du côté de la rive gauche. Aujourd'hui, il y a une violence terrible où la population s'entretue. Alors, pour mettre fin à cela, il faut d'abord que nous puissions mettre en place une armée républicaine. Armée républicaine forte, équiper notre armée et lui doter des moyens pour qu'elle puisse aller au combat. Et deuxièmement, il nous faut une police responsable également, une police de proximité qui rassure la population. Parce que il faut que nous le disions ouvertement. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays où les éléments de la police sont pratiquement les adversaires de la population, ou pour ne pas dire ennemis de la population. Alors, il faut que la population doit se sentir sécurisée par sa police, parce qu'elle est là pour ça. Nous allons mettre en place une police de proximité bien formée et nous devons également arriver jusqu'à extirper dans nos forces de l'armée et de la police tous les infiltrés. Il y a des infiltrés aujourd'hui. Si on met en place un plan de combat et immédiatement c'est dévoilé vers l'adversaire, vers l'ennemi, et ce qui fait que nous sommes toujours dans la position de faiblesse pour gagner des combats que nos éléments de l'armée sont en train de mener sur le terrain. Alors, et après, la formation de l'armée va nous amener à réhabiliter ou à construire tout ce que nous avons comme base militaire. Nous avons des bases militaires à Kitona, à Kotakoli, à Kamina, à Kisangani, à Rumangabo, à Nyaleke, dans le parc Virunga. Et tout ça, c'est laissé à l'abandon. Mais si nous redynamisons toutes ces bases militaires, je pense que notre armée va monter en puissance et elle fera face à toute attaque. Parlons économie maintenant. Quand je vois la configuration du pays, dans le nord-est, nous avons l'une des plus grandes mines
en Afrique, si pas au monde. On revient dans le sud-est du pays, dans le Katanga, avec des gisements de cuivre classés dans les top 3. Nous fournissons presque 70% du cobalt au niveau mondial. Allons sur le plan écologique. Le pays est très très riche avec un grand bassin, le bassin du Congo, un grand couvert forestier aujourd'hui, mais il y a un bémol. Cette richesse-là, qualifiée d'ailleurs de scandale géologique, ne se reflète pas dans le vécu du quotidien au niveau des Congolais. Que ferait Jean-Claude Baïndé pour changer la donne? Nous sommes un pays, comme nous le disons chaque jour, nous n'arrêtons pas de le dire, un pays potentiellement riche. Mais il faudrait que nous puissions transformer toutes ces richesses telles que vous venez d'énumérer en richesse réelle pour la population. Il faudrait que la population sente réellement que je vis dans un pays riche, comme dans d'autres pays qui n'ont pas tout ce que vous venez d'énumérer comme minerai, comme potentiel écologique, environnemental, et que nous avons. Mais malheureusement, notre population est en train de vivre dans une pauvreté extrême. Et il faut noter qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a un seul sur les 100 millions que nous avons comme répertorié. Malheureusement, il n'y a même pas de recensement depuis plusieurs années, mais nous sommes en train de supposer que nous sommes le Congo à 100 millions d'habitants. Dans les 100 millions d'habitants, il faut noter qu'il y a 1 seul % de la population qui travaille. Si je prends dans le cadre de la fonction publique. Parce que dernièrement, le ministre a fait ses statistiques pour dire que, des 1,5 million fonctionnaires, on a dû nettoyer tous les doublons et l'effectif pour arriver à plus ou moins 700 000 fonctionnaires de l'État. Donc, ça fait moins d'1% de la population aujourd'hui active qui travaille. Nous devons arriver à diversifier notre économie. Parce que nous nous sommes focalisés pendant plusieurs décennies sur le minerai, les ressources minières. C'est une bonne chose parce que en ce moment-là, la partie où il y a ces gisements des mines, je pense qu'on peut développer les pays avec ces recettes. Mais Jean-Claude Baïndé au pouvoir, je vais mettre un accent particulier sur l'agriculture. Ça sera la priorité des priorités. Pourquoi je l'ai dit? Le Congo est capable de nourrir par an 2 millions de la population mondiale. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Il y a combien de pourcents qui sont exploités? Quasiment nul. Nous sommes capables, avec notre potentiel halieutique, de fournir par an 700 000 tonnes de poissons pour satisfaire à l'autosuffisance alimentaire. Mais malheureusement, nous sommes focalisés sur le minerai et on a oublié que dans certaines parties, il faudrait que nous puissions diversifier l'économie. Pourquoi? Je prends une province comme la province de Maïndombe. Quelle est la richesse propre à Maïndombe? Et notre économie devra s'adapter aux réalités socio-économiques de Maïndombe pour permettre à ce que le Maïndombe soit développé. On ne doit pas toujours tourner les regards vers le Katanga ou vers le Kasaï oriental par l'Amiba, mais il faudrait que dans chaque province, on puisse trouver les éléments économiques potentiels constitutifs du développement et on essaie de travailler, on investit de l'argent. Aujourd'hui, le pourcentage pour l'agriculture, c'est plus ou moins 5% que l'État met à la disposition pour qu'on puisse développer l'agriculture. Je pense que c'est très peu. Avec mon gouvernement, nous arriverons à améliorer ces pourcentages jusqu'à 15% ou à 20% parce que l'agriculture deviendra la priorité des priorités.
Diversifier l'économie en investissant dans l'agriculture. L'agriculture, la pêche, l'élevage, et tout cela, ça va donner à ce que nous puissions... Vous savez qu'avec ce que nous avons comme pâturage, comme prairie, nous sommes capables de lever 40 millions de têtes de gros bétail. Mais M. Baïndé, cela va demander de gros moyens. Où est-ce que vous comptez les trouver? Des gros moyens financiers, vous comptez les trouver où? Madame, les moyens, on les trouve par le travail. Les moyens, on les trouve par le travail. Si nous remettons les Congolais au travail, nous allons trouver les moyens. Nous allons trouver les moyens. Aujourd'hui, la population travaille de manière artisanale dans le domaine agricole, mais il suffit simplement de mécaniser l'agriculture. Le gouvernement Kabila a essayé ici avec le projet de Bukangalonzo. Malheureusement, le projet n'a pas pu aboutir. Mais si on pouvait dupliquer le projet de Bukangalonzo dans toutes les provinces à potentialité agricole, je pense qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses. J'ai survolé Lodja, entre Lodja et Tchumbe. J'ai vu une prairie très importante là-bas. Mais qu'est-ce qui nous empêche à ce que nous puissions élever, n'est-ce pas, des gros bétails? Mais il y a également la coopération internationale. Nous avons appris il y a quelques années, on a chassé le fermier du Zimbabwe. Mais pourquoi ne pas approcher ceux-là qui ont déjà une expertise, qui ont une compétence dans le domaine agricole, l'élevage des bêtes, pour leur donner la possibilité de venir nous accompagner dans l'élevage des gros bétails. J'ai vécu une fois là, j'ai vu en Suède, on élève le poisson à l'état naturel, dans la mer. Nous avons un potentiel hydraulique important. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'élever les poissons pour arriver à ce que nous puissions arriver à l'autosuffisance alimentaire? Malheureusement, nous sommes là chaque jour en train d'importer, même ce que nous devrions produire nous-mêmes. Monsieur Jean-Claude Baïndé, plusieurs épidémies sont signalées à travers le pays. Vous en savez quelque chose avec l'épidémie d'Ebola dans la grande province de l'Équateur en son temps. Que va faire Jean-Claude Baïndé? Quelle place vont occuper les questions de santé une fois Jean-Claude Baïndé élu président de la RDC? La santé sera également parmi les points prioritaires dès que je vais accéder à la magistrature suprême. Vous savez, aujourd'hui, nous avons fait un diagnostic de la situation sanitaire de notre pays et nous avons trouvé que la majorité des Congolais, par faute de moyens financiers, ne peuvent pas aller à l'hôpital. Les soins de santé sont devenus inaccessibles pour la majorité du peuple congolais, par manque de moyens financiers. Et dans les hôpitaux, on trouve qu'il y a un problème, n'est-ce pas, du personnel qualifié. Il y a également la disponibilité des médicaments essentiels dans nos centres de formation. Mais également les équipements qui font défaut dans la plupart des centres de santé, ce qui fait que nous serons toujours exposés à des épidémies et à toute autre maladie. Et à cela, nous allons mettre en place une structure qui va renforcer, n'est-ce pas, le structure de la santé pour permettre à ce que le pays puisse faire face à toute attaque ou à toute épidémie. Donc nous allons renforcer la gouvernance. Cela implique le renforcement de la coordination des gestions des épidémies. Et également, nous allons préparer les zones de santé, parce que nous en avons 516 dans le pays. Il faudrait que nous puissions préparer les zones de santé et les provinces par des formations pour la prévention et la riposte des épidémies. Nous mènerons des plaidoyers avec des partenaires multilatéraux pour qu'ils puissent nous accompagner dans tous nos efforts pour que le pays ne puisse plus arriver à connaître des cas d'épidémie à répétition.
Voilà ce que nous pourrions éventuellement faire, mais aussi penser à équiper les structures sanitaires dans notre pays. Vous allez aujourd'hui dans certains hôpitaux, il n'y a pas de lits, il n'y a pas d'ambulance. En cas d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de transporter les malades entre les centres de santé, soit à moto, soit à vélo. C'est ce qui fait que la plupart des malades connaissent le décès en cours de route. Donc, il est temps pour que notre pays, nous puissions arriver à comprendre que la réhabilitation des structures de santé doit être une priorité pour nous. Mais également la couverture mutuelle de santé, parce que là, il ne faudrait pas que le Congolais puisse ne pas aller à l'hôpital parce qu'il manque de moyens, les moyens appropriés pour les soins médicaux. La couverture universelle de santé, ça sera parmi les points importants dans le domaine dans notre politique sanitaire. Aujourd'hui, Monsieur Baende, plusieurs organisations notent le contexte un peu clivant dans lequel le pays évolue, avec comme conséquence l'unité nationale qui est mise à mal. Qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir renforcer l'unité nationale, la cohésion nationale, si il arriverait que vous soyez élu? Je suis de la génération qui a connu le Congo, un pays hospitalier, où les Congolais pouvaient se retrouver partout où ils voulaient, dans le territoire national, sans s'inquiéter, sans se sentir étrangers. Vous êtes Moluba, vous vivez à Mbandaka, vous êtes Mosweli, vous êtes dans le Maïndombe, ou dans le Congo central, vous êtes Mukongo, vous vivez paisiblement, n'est-ce pas, dans la partie est de notre pays. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de vivre le tribalisme qui a refait surface, et les Congolais commencent à chasser les Congolais sur le territoire national. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons vécu ici à Malembankulu, comment on est en train de tuer les Kassaïens, on est en train de les violenter, les chasser de Malembankulu. Moi, je pense que tout cela, c'est l'esprit que les dirigeants actuels ont essayé d'installer dans le pays, le tribalisme. Les discours haineux qu'on a véhiculés par les militants de certains partis politiques ont fait que le Congo aujourd'hui vit une situation très, très grave de son histoire. Nous allons essayer de rappeler aux Congolais que nous sommes un seul peuple, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et parce que le vivre ensemble, ça sera le leitmotiv de notre gouvernement. Parce qu'on ne peut pas penser que le Congolais qui est de l'Équateur ne peut pas vivre paisiblement au Katanga, ou vice-versa. Le pays nous appartient et nous devons faire un effort pour que nous puissions vivre ensemble. Un pays où il fait beau vivre, un pays où les Congolais s'aiment réellement et non que nous puissions nous voir comme des adversaires. Avec quel levier d'action? Vous comptez vous y prendre avec quel levier? Évidemment, il faut un travail de transformation de la mentalité de la population. Parce que pour qu'on arrive au stade actuel, il y a eu quoi? Il y a eu ces discours haineux qu'on a véhiculés et qui a transformé l'être du Congolais. Mais si nous faisons le même exercice pour dire aux Congolais que nous sommes frères, que nous sommes appelés à cohabiter, nous sommes appelés à vivre ensemble, moi je pense que c'est travail, n'est-ce pas, de changement de mentalité, ça nous amènera au résultat. Pour terminer, Monsieur Jean-Claude Baende, comment se présente votre projet de société assez brièvement, en ce qui concerne l'éducation de base, l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire? Comment ça se présente pour terminer? L'éducation, vous savez, nous disons tous ici que la jeunesse est l'avenir de notre pays, et je pense que nous devons mettre un accent particulier sur l'éducation de nos enfants,
de nos frères, de nos jeunes qui sont aujourd'hui sur le banc de l'école. J'ai été gouverneur de l'Équateur. Je pense que dans les actions que j'ai dû mener comme gouverneur, il y a eu une prise en charge réelle dans le domaine de l'éducation par la construction de beaucoup d'écoles. C'est vérifié, c'est vérifiable. Les gens qui sont à l'Équateur peuvent vous le dire. Et j'ai construit beaucoup d'écoles, j'ai réhabilité beaucoup d'écoles et j'ai doté aux écoles les outils importants pour qu'ils puissent s'adapter à la formation moderne. Je pense que si nous devons sauver notre pays, il faudrait que nous puissions revenir à ces fondamentaux, c'est-à-dire l'éducation de base. Déjà à partir de l'école maternelle primaire, les enfants doivent étudier dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avoir des écoles appropriées, des écoles dotées de bons pupitres pour apprendre l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons les cas où les enfants ne savent même pas écrire. Mais nous, à notre époque, on étudiait sur le bon pupitre et on avait la possibilité d'apprendre l'écriture. Aujourd'hui, c'est difficile. Vous allez dans certains coins du pays où les enfants étudient même le sol, même dans les provinces où on produit les bois. Mais les enfants sont à même les sols. Quand est-ce qu'ils vont apprendre à bien écrire? Ça, c'est au niveau secondaire. Renforcer les capacités des enseignants par la formation permanente des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont démotivés et ils ont déserté les écoles. Ils sont présents, mais ils ne sont pas présents. Pourquoi? Parce que il fait vite pour que, après les heures de travail, ils puissent aller trouver les moyens pour nouer le début du mois. Si l'enseignant est bien pris en charge, si la formation permanente est bien assurée, je pense que nous allons sauver déjà cette partie fondamentale de l'éducation de nos enfants. Très bien payer les enfants. Alors, en ce qui concerne les études universitaires, nous allons, dans certaines facultés, comme la médecine, le droit, mettre en place une procédure de sélection rigoureuse. Parce que là, moi, je me dis, la médecine et le droit, c'est deux pôles, même de la vie des hommes. Si nous avons de très bons médecins bien soignés, bien formés, nous aurons une population en bonne santé et cette population-là, nous l'enverrons au travail et elle va produire et elle va participer au développement du pays. Si nous avons le droit, les bons juristes formés, nous allons avoir un pays où le droit sera rendu sans qu'on puisse assister à ce que nous vivons aujourd'hui, hein, la justice à double vitesse, la loi du plus fort. Voilà. Donc, et là, on renforce les domaines de l'éducation par la formation de nos enfants, formation qualifiée, mais également au niveau de l'enseignement supérieur et secondaire, avoir une bonne sélection, orienter les enfants selon leurs compétences. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'université, mais il y a également la possibilité de développer les écoles des métiers pour créer la classe moyenne dont nous souffrons aujourd'hui. Il n'y a pas de classe moyenne dans notre pays. Monsieur Jean-Claude Bayende et Tafé Liko, merci de vous être déplacé jusqu'à Radio Okapi et de nous avoir accordé cette interview. Merci, monsieur Alain, et merci, madame Cynthia. Merci beaucoup, monsieur Bayende. Merci également à Cynthia Bachizi, qui m'a accompagné dans cette interview. Paul Badianyama, Clément Chimanga, à la vidéo et à la caméra. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Voilà, j'y arrive. Alain Irung Mouché, c'est moi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci aux internautes aussi aux internautes aussi qui nous suivent. Merci à tous. Merci. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.